Imaginez un instant, deux groupes d'étudiants, groupe 1, groupe 2, et vous êtes dans le groupe 2. Je donne au groupe 1 un passage scientifique à ne lire qu'une seule fois. Au second groupe, celui dans lequel vous êtes, je vous donne le même morceau de test à lire. Mais pour vous, j'introduis un changement. Je vous permets de relire aussitôt une deuxième fois. Quand vous avez fini de lire votre groupe 2 fois et le premier une fois, je vous pose des questions sur ce que vous venez de lire. Comme vous vous en doutez, les étudiants de votre groupe et vous répondez mieux à mes questions que les étudiants du premier groupe. C'est lundi. Mardi, je vous appelle à nouveau en groupe et je vous pose des questions sur le test que vous avez lu lundi. Et c'est alors que je remarque quelque chose d'étrange. Vos réponses, ainsi que ceux de vos camarades du second groupe, ne sont plus meilleurs par rapport aux réponses des étudiants du premier groupe. L'avantage de relecture s'est dissipé en une journée. Pourquoi? La réponse à cette question a à voir avec ce que je pense est le principe fondamental de apprendre. Et par ailleurs, l'expérience dont je viens de vous parler est une expérience scientifique. Les références sont dans le PDF d'une page et résume la vidéo dans la description. Une autre histoire. Le jour avant l'enregistrement de cette vidéo, j'étais dans un département de l'université à laquelle je suis. Une charmante demoiselle, étudiante en licence en dernière année, était à l'accueil et travaillait ses cours. J'ai engagé la conversation et j'ai appris qu'elle travaillait son cours d'anatomie. Elle avait devant elle le PowerPoint, probablement donné en cours, et faisait une sorte de résumé avec le cours devant elle. C'était sa façon de réviser. Pour moi, cependant, c'était littéralement du temps mal utilisé. C'était du gaspillage de temps. Parce qu'à coup sûr, elle n'apprenait pas vraiment. Pourtant, un tout petit changement de sa façon de faire aurait pu rendre à son temps infiniment plus de valeur. Un changement qui a à voir avec, une fois encore, le principe fondamental de tout apprentissage. La plupart des étudiants, des apprenants ou des gens en général, même quand ils apprennent dans la vie, lisent pour faire leur une information. Comme la demoiselle, peut-être faites-vous des résumés en vous inspirant de vos supports de cours, ou peut-être que vous utilisez un marqueur pour surligner les idées importantes. Peut-être que vous notez les mots d'une nouvelle langue que vous apprenez dans un carnet de notes. Il semble cependant que toutes ces approches sont pour le moins inefficientes. Depuis environ 4 ans, la science de l'apprentissage est devenue la question qui me hante le plus. L'obsession a commencé avec la lecture du livre Make It Stick, The Science of Successful Learning. J'ai compris que apprendre à apprendre peut faire aller tellement plus vite dans tous les plans de la vie. Parler plusieurs langues, apprendre à jouer un instrument de musique, être absolument excellent sur le plan académique, professionnel, être tout simplement plus intellectuellement épanoui. Et pour la plupart d'entre nous, être plus intellectuellement épanoui, c'est être tout simplement plus épanoui. Mes notes de lecture du livre et ma propre exploration, jusqu'ici, je les ai subdivisées en une suite de 8 vidéos qui feront une sorte de série sur le livre. Cette vidéo est le premier épisode. Avant d'aller plus loin, précisons une chose. C'est un fait que la distribution du talent de l'intellect n'est pas égale chez tous. Elle est normale dans sa distribution. J'y reviendrai dans une autre vidéo de la série. Cela veut dire qu'à l'état naturel, c'est-à-dire quand nous naissons, la capacité de chacun de nous à assimiler du matériel et à manipuler au niveau abstrait de l'information nous vient en partie des gènes que nous avons reçus de nos parents. Cela dit, les recherches en sciences cognitives combinées au test de mes propres capacités intellectuelles m'ont fait réaliser et continuent de me faire réaliser une chose. Vous avez une grande marge dans ce que vous pouvez faire pour assimiler des connaissances à tel point que la plupart des gens qui ne savent pas ce que vous faites vous considèrent comme très intelligent, naturellement doué. Autrement dit, le fait que quelqu'un paraisse tellement profond dans sa pensée ou dans sa capacité à faire preuve d'agilité mentale, spécialement à l'âge adulte, a souvent plus à voir avec ce que la personne fait qu'avec ce que la personne a reçu de ses parents. Une autre vidéo de la série explore plus en profondeur la question. Fermons cette parenthèse et commençons.
Les méthodes d'apprentissage les plus efficaces ont deux caractéristiques. Elles sont contre-intuitives. Cela veut dire qu'on n'a pas l'impression qu'elles fonctionnent quand on les utilise, à moins d'être assez patient dans le temps pour voir les résultats. Et second, elles demandent de l'effort, souvent beaucoup d'efforts. Gardez bien à l'esprit tout au long de la série, contre-intuitif et demandant de l'effort. Pour bien comprendre comment nous apprenons, observons d'abord comment nous oublions. Vers la fin du 19e siècle, un psychologue considéré comme le père de la psychologie expérimentale, Hermann Ebbinghaus, prend ses journées, s'asseye et essaye de mémoriser des syllabes qui n'ont absolument aucun sens. Par exemple, KK ou encore CUC ou encore XOZ, ce qu'on appelle des trigrammes. Faisant des variations dans la manière dont il apprend ces syllabes sans sens, il finit par extraire une loi qui lie la diminution progressive de l'information qu'on apprend à un moment donné dans le temps, en fonction du temps. Et lorsqu'il trace cette information restante, ce qu'il appelle l'épargne, il dessine la fameuse courbe dont vous avez probablement entendu parler, la courbe de l'oubli. L'expérience a été répliquée depuis lors et la règle semble être que, après avoir appris une information, le cerveau en oublie environ la moitié après 20 minutes, entre 60 et 70% après une heure, et continue par diminuer moins rapidement dans le temps. Il semble par exemple que vous ayez déjà oublié le nom du scientifique qui a dessiné pour la première fois la courbe de l'oubli. Oui? Non? Ça, c'est juste la partie pas très intéressante de l'histoire. La partie excitante, c'est que, prolongeant son travail, d'autres chercheurs, notamment les auteurs du livre Make It Stick, découvrent que rappeler les informations non seulement réinitialise la courbe de l'oubli, mais l'aplatit également. Pas relire les informations, mais les rappeler. Exercer l'effort de produire par soi-même l'information. Je reprends. Rappeler les informations non seulement réinitialise la courbe de l'oubli, mais l'aplatit également. Pas relire les informations, mais les rappeler. Exercer l'effort de produire par soi-même l'information. L'aplatissement de la courbe signifie que vous n'oubliez plus 50% après 20 minutes. Vous oubliez environ 30% après 2 jours si vous vous êtes testé immédiatement après l'apprentissage. Testez-vous, c'est la base. Autrement dit, une fois que vous avez compris ce que vous lisez, ne lisez plus pour retenir. Transformez par exemple en de petites questions ce que vous voulez retenir et testez-vous. Ou fermez ce que vous lisez et essayez de l'écrire. Dans le cas de la demoiselle qui faisait des résumés avec son PowerPoint ouvert, elle pourrait lire et comprendre 1, 2, 3 slides, fermer les slides et créer son résumé de sa propre mémoire. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous dit son nom, répétez-le lui vous-même de mémoire immédiatement et quand vous avez fini la conversation, répétez-le encore. Ne lui demandez pas juste de répéter. Par exemple, pour mémoriser un mot dans une nouvelle langue, il ne sert à rien de l'écrire ou de le relire encore et encore. Bien sûr, vous aurez l'impression de retenir sur le moment, mais ce sera momentané. Ce que vous pourriez faire, c'est créer une carte et vous tester. Aristote l'avait compris quand il écrivait dans son traité de la mémoire. L'exercice de remémoration d'une chose, l'exercice de remémoration répétée d'une chose renforce la mémoire. Ok, un exemple. 1978, des scientifiques content une histoire à un groupe de personnes participant à l'expérience. Ils indiquent clairement 60 objets pendant qu'ils racontent l'histoire. Ensuite, ils séparent le groupe en deux. Ils testent le premier groupe et ils se rappellent en moyenne de 53% des objets, un peu plus de la moitié. Le deuxième groupe n'est pas immédiatement testé. Une semaine plus tard, les deux groupes sont testés à nouveau. Les participants du premier, ceux qui ont été immédiatement testés, se souviennent environ de 40% des objets, pendant que ceux du second groupe se rappellent de 28%. C'est-à-dire que après une semaine, ceux du premier groupe se rappellent d'environ 7 objets de plus que ceux du deuxième. Après une semaine. Dans l'expérience plus haut, l'avantage de relecture s'est dissipé en une seule journée.
Ici, l'avantage du test immédiat demeure même après une semaine. C'est la plus grande découverte de la science de l'apprentissage. Se tester interrompt l'oubli. Une autre expérience, mais cette fois-ci dans une classe. En 2005, les auteurs du livre et leurs collègues scientifiques décident une approche plus audacieuse. Ils approchent le premier cycle d'un collège en Colombie pour essayer. Le directeur est réticent. Mais un prof d'une classe de 6e... It is 8th grade, right? 8th grade. Mais un prof d'une classe de 4e accepte d'essayer. Le directeur donne ces termes. Pas de changement du programme, pas de changement des livres, absolument rien comme changement. Les seules différences, des quiz au début et à la fin de chaque classe qui ne comptent pas dans les notes. Plus précisément, à chaque quiz, le prof sort de la classe pour ne pas savoir quelles questions seraient posées dans les quiz, pour que cela n'influence pas ce qu'il enseigne, la façon dont il enseigne, et aussi le contenu des tests qu'il donne aux étudiants au fur et à mesure que l'année évolue. Un chercheur projette les questions sur le tableau et le lit à haute voix et chaque étudiant choisit sa réponse. Pour s'assurer que les effets qui seraient observés ne seraient pas juste le fait de la relecture ou de l'exposition, il y a un certain nombre de concepts pour lesquels le chercheur lit simplement les faits que les étudiants entendent et lisent au tableau. L'expérience se déroule toute l'année et une fois encore, la note des élèves pour les quiz ne compte pas. Après l'examen final, les élèves ont en moyenne un A-, au-delà de 16 sur 20 pour les sujets questionnés dans les quiz. Mais pour les concepts relus encore et encore par les élèves pendant les quiz, mais qui n'ont pas été questionnés, leur note n'est pas meilleure que les concepts qui n'ont même pas été abordés du tout dans les quiz. Et pour ces concepts, les élèves ont en moyenne un C+, environ 13-12 sur 20. Autrement, si après un cours, un moment d'apprentissage, une vidéo sur YouTube que vous avez aimée dont vous voudriez vous rappeler le contenu, ou toute autre situation d'apprentissage, vous prenez 5 minutes pour écrire ou dire ce que vous avez retenu sans regarder votre support ou sans regarder le matériel, la vidéo, vous vous souviendrez mieux que celui qui ne l'a pas fait ou celui qui a relu le support pendant 30 minutes, même s'il l'a relu plusieurs fois. De même, si vous lisez seulement votre support ou re-regardez une vidéo ou re-regardez un podcast, vous ne serez pas tellement différent de quelqu'un qui n'a absolument rien fait après que la personne soit passée par la situation d'apprentissage. Et comme les autres vidéos de la série le montreront, c'est ça le plus important. La recherche de la solution. La réponse en elle-même n'est pas importante. C'est l'effort généré par la recherche de la solution qui crée le chemin de rappel. Maintenant, comme on dit, le diable est dans les détails. Comment vous appliquez cette pratique de test fait beaucoup de différence. La deuxième vidéo de la série l'aborde, l'espacement, l'intercalement et la variation. À la fin de cet épisode, vous avez probablement l'impression d'avoir tout bien compris. Mais comment faites-vous pour en être sûr? Testez-vous sans regarder l'écran. Allez-y, j'attends. Vous essayez probablement de redire ce que vous avez retenu et vous sentez un petit inconfort. Eh bien, c'est normal et c'est le plus important, l'effort de rappel. Si jamais vous ne sentez pas ce sentiment d'inconfort, quand vous apprenez, eh bien, vous n'apprenez pas vraiment. L'illustration de la vidéo est téléchargeable dans la barre de description avec le PDF d'une page résumant la vidéo. Les références des recherches scientifiques y sont aussi. Bye.